Avant de clore cette journée, on va donc passer à la première table ronde qui s'intitule Patrimoine religieux, charges et responsabilités des différents acteurs institutionnels. Avant de faire un point très rapide et de laisser la parole aux différents membres de cette table ronde, que je remercie très chaleureusement d'être présents pour cette table ronde, je vais vous présenter. D'abord, Madame Irène de Château-Thierry. Vous êtes responsable provinciale des commissions diocésaines d'art sacré. Pour rappel, une commission diocésaine d'art sacré est un organisme de gouvernement pastoral du diocèse propre à l'Église catholique. Elle a pour rôle de veiller à l'aménagement des lieux de culte en application des normes liturgiques, ainsi qu'à la conservation du patrimoine artistique contenu dans les édifices cultuels. Elle est en ce sens chargée de la conservation et de la mise en valeur de toutes les collections d'art d'un diocèse. Madame Valérie Godard, vous êtes diplômée de l'Institut national du patrimoine, conservatrice générale du patrimoine, actuellement conservatrice régionale des monuments historiques au sein de la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, et membre de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Monsieur Thomas Gisbert de Calague, vous êtes vice-président de Chalangois Communauté en charge de la culture et du tourisme, ainsi que maire de Bouin. Monsieur Guillaume Jean, vous êtes premier vice-président du département de la Vendée, président de la commission culture, tourisme, patrimoine et relations internationales du département, président du Pays de Mortagne et maire de Malièvre. Et enfin, monsieur Alexandre Thébault, vous êtes conseiller régional Pays de la Loire, délégué à la culture et au patrimoine. Un très grand merci à vous d'être ici présent. Je fais un point très rapide, je vais poser beaucoup de questions, rassurez-vous, j'y reviendrai. On ne va pas répondre tout de suite, ça peut faire peur. L'état du patrimoine religieux est un sujet d'actualité, on le voit clairement aujourd'hui, on l'a vu dans un rapport sénatorial de 2022 également. Que dire très rapidement? Que ce patrimoine est globalement en mauvais état. D'après l'Observatoire du patrimoine religieux, 5% des édifices sont fermés pour cause de grande vétusté, 10% sont dans un état grave par manque d'entretien et nécessiteraient des travaux, et 30% de ce patrimoine est dans un état préoccupant. La situation est donc compliquée et révèle la grande fragilité dans laquelle est notre patrimoine religieux, qui compte, si on ne prend que cet exemple, 45 000 églises et qui sont par ailleurs souvent le seul élément culturel d'une commune. Que faire donc? Et qu'est-ce qui est entrepris aujourd'hui pour le sauvegarder, ce patrimoine? En somme, quelle mission les différents acteurs institutionnels se voient-ils attribuer et comment s'imbriquent-elles ces missions? D'où l'importance de cette table ronde, son objectif étant d'obtenir des éléments de réponse à différentes questions. D'abord, quel est l'état du patrimoine religieux en Vendée? Puis, plus spécifiquement, quel est votre degré d'implication en tant qu'acteur institutionnel sur ce sujet du patrimoine religieux? Votre degré de financement, qui n'est finalement qu'un élément d'implication, mais pas des moindres. Existe-t-il une entente entre vous, une échelle de répartition et donc une cohérence? Ce qui induit de fait des échanges. Existe-t-il vraiment ces échanges? Avant de vous laisser la parole, je tiens à préciser qu'en France, mais on le sait, le patrimoine religieux appartient pour beaucoup aux communes. Raison pour laquelle je m'adresse en premier à messieurs Gisbert de Calague et Guillaume Jean. Au sein des communes, l'économie est souvent exsangue. Si on prend l'exemple des petites communes, il est très difficile de trouver un budget pour assurer l'entretien et encore plus la restauration des édifices cultuels. Ainsi, vous êtes les mieux placés pour répondre. A-t-on encore les moyens aujourd'hui d'entretenir ces édifices? Comment faites-vous concrètement? Et comment êtes-vous aidé par les autres acteurs institutionnels? Je vous laisse donc la parole. Bien, Monseigneur, bonjour à tous. Pour commencer d'abord, j'ajouterai, je formulerai une petite réponse à ce que j'ai pu entendre depuis ce matin, parce qu'il ne faut pas être fataliste. Alors non, les maires, je ne vais pas parler au nom des maires de France, mais au moins au nom des maires de Vendée, non, les maires ne sont pas des personnes ignardes, qui seraient insensibles et qui confondraient ciboire, patène et ostensoir. Non, il y en a quand même qui sont un peu fut-fut et qui comprennent. Et non, Don Camillo et Pépone, non, ça n'existe pas en Vendée, au moins. Et donc, pour moi, la clé, la réponse première, c'est l'entente avec la paroisse. Je rappelle au surplus que je suis également membre de la commission diocésaine d'art sacré de Vendée. Vraiment, ça aide. Voilà. Mais le secret pour moi, il est d'abord là-dedans. Et la table ronde s'intitule les charges. Moi, mon église, mon patrimoine religieux, c'est certainement pas une charge.
Mais alors certainement pas. Et je pourrais m'en expliquer. D'abord, on évoque les travaux et les vicissitudes causées par, etc., etc. Oui, certes, mais si on budgète chaque année des fonds suffisants pour régulièrement entretenir le bâtiment, il n'y a pas de surprise. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Et je n'en ai pas d'ailleurs, parce que j'agis de cette façon-là. Ensuite, on a tendance à imaginer toujours le patrimoine mobilier. Mais je rappelle que le patrimoine immobilier, pardon, mais je rappelle que le patrimoine mobilier est également, pour ce qui est antérieur à 1905, bien évidemment, est propriété de la commune. L'affectataire, il a aussi des obligations quand même. C'est-à-dire que quand vous avez dans une église paroissiale des confessionnaux qui sont transformés en placards à balai, ou quand vous avez des rétables sur lesquels on a fixé des gommettes, et que le truc est complètement flingué, ben c'est le propriétaire qui paye. Quand vous avez, on évoquait les regroupements de paroisses tout à l'heure, quand vous êtes propriétaire, ce qui est mon cas, d'un trésor plutôt de qualité, et que vous allez jouer à cache-cache pour savoir si l'ostensoir est à Saint-Gervais, à Saint-Urbain, alors qu'il vous appartient, et que le curé vous a pas du tout prévenu, hein, parce qu'il ne faudrait pas. Bon, voilà, il y a des responsabilités qui sont de chaque côté à respecter, et je plaide véritablement pour une entente avec la paroisse, et en ce qui nous concerne, en tous les cas, je peux saluer le curé de ma paroisse qui est ici, eh bien les choses se passent très bien. Quand je dis que ce n'est pas une charge et que ça rapporte, j'en veux pour preuve ce que nous allons faire sur ma commune, puisque nous allons transformer la sacristie de l'église du village pour la valoriser et présenter le trésor de l'église, avec quelques œuvres majeures, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, et Laurent Blanchard qui est en face de moi me comprendra, mais pour autant, nous avons le souhait et la vocation à valoriser ce site. Donc c'est certainement pas une charge, j'ai la chance d'avoir un clocher extraordinaire, j'ai plus de 3000 visiteurs l'été qui viennent, c'est gratuit, mais je les encourage vivement à participer aux dépenses par des dons. C'est moi qui vais chercher les enfants à l'école privée pour qu'ils viennent visiter l'église. Mais vous voyez dans quel niveau de délire on est. C'est le maire qui va chercher les enfants à l'école pour qu'ils visitent l'église. Parce que les enfants de l'école privée n'ont jamais visité l'église. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, c'est pas une charge, il faut le prendre comme quelque chose de très positif, au contraire. C'est ce qui fait l'âme de nos villages. Les gens de Boin, vous les privez de leur église, mais c'est pas imaginable. Et j'associe au patrimoine religieux les différentes chapelles et le patrimoine funéraire qu'on évoquera demain. Donc, il y a des solutions qui existent. On a eu des points avec notamment la Fondation du patrimoine, mais on a plein de structures et on évoquera également demain cela. Le département qui est un acteur incontournable et on a la chance en Vendée depuis de nombreuses années d'avoir un programme d'accompagnement financier qui est de grande qualité. Et je crois qu'il faut qu'on travaille sur le mécénat privé. Aujourd'hui, on n'a pas cet ADN en France du mécénat privé sur le patrimoine religieux, mais je crois au contraire qu'il faut travailler sur cela. Se méfier également des usages que l'on peut faire de nos églises, et je crois qu'il est important dans les manifestations que l'affectataire soit systématiquement concerné, parce que non, parfois il y a des événements dans les églises et l'affectataire n'est même pas au courant. Donc c'est important. Et puis voilà, je crois, voilà. Mais le binôme père-mère, si je puis dire, curé-mère est nécessaire. Et je le vois sur pas mal de mes déplacements. L'image d'Épinal, elle est très loin derrière nous. Les choses se passent quand même bien. Mais il faut de l'anticipation. Donc vous avez entendu, bonsoir à tous, un maire passionné, Thomas. Et en effet, alors, quand on est éclairé, on a toutes les bonnes raisons d'entretenir et de faire les travaux dans son église. Moi, mon premier réflexe, alors moi je suis maire d'une commune de 250 habitants. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'un budget, d'une commune de 1000 habitants, 1 million. Bah, vous voyez, 250 habitants, vous voyez ce que ça donne. Alors, il y a plusieurs clés, en fait, sur l'entretien du patrimoine, de l'église, du village. D'abord, il faut en avoir envie. Enfin, ça a l'air bête de dire. Alors, l'élu, bien sûr, le maire, mais aussi le conseil municipal, parce que l'air de rien, c'est souvent des travaux importants à engager. Le deuxième clé, et Thomas l'a dit à l'instant, c'est l'entretien régulier. Je pense que c'est la clé. Enfin, une fuite d'eau, on ne change pas juste deux tuiles, on regarde s'il n'y a pas une menace de fuite ailleurs, et petit à petit, et on peut faire les choses par tranche, ce qui fait que pour le budget d'une commune, même d'une toute petite commune comme la mienne,
on arrive à faire certaines choses. L'entretien, c'est la clé. Et quand je disais tout à l'heure, il faut en avoir envie, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les élus soient convaincus. Donc évidemment, le lien avec la population, la place que tient l'Église dans l'histoire du village, que les habitants croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas, ça reste quand même un bâtiment, un bien commun, disait l'abbé de Bassompierre tout à l'heure, c'est quelque chose d'évident. Néanmoins, alors je mettrais juste un petit bémol, quand on est élu maire, on hérite aussi voilà, de la gestion d'équipes municipales précédentes. Alors quand tout s'est bien passé, ben, on continue et on poursuit le travail d'entretien et de rénovation. Et puis parfois, on peut aussi, j'imagine, alors moi c'est pas mon cas, j'ai cette chance, on a cette chance dans ma commune d'avoir eu une attention régulière à l'église du village, mais il peut arriver qu'un maire nouvellement élu se retrouve face à un état sanitaire de son église très dégradé. Et donc là, il faut utiliser tous les moyens possibles pour pouvoir faire les travaux nécessaires. Je conclurai juste cette petite partie sur l'introduction que vous avez faite tout à l'heure. Je pense que l'état général des églises en Vendée est plutôt, les églises vendéennes sont plutôt en bon état. Voilà. Donc, à l'image des statistiques nationales, l'entretien qui a été fait, enfin, l'entretien est fait généralement, et puis les maires de Vendée ont la chance, Thomas Gisbert l'a dit tout à l'heure, d'avoir des appuis financiers depuis longtemps et dans la durée. Donc, alors évidemment, le département est un acteur majeur. Et on a essayé, et on a eu, Anne-Marie Coulon est là, et il y a quelques années, on avait une réunion ici même avec l'ensemble des maires pour s'interroger sur la question des usages. Le président Auvinet, sous le précédent mandat, face aussi à ce qui pouvait se passer dans les départements voisins, à savoir des démolitions d'églises, et en concertation avec l'évêque d'alors, se dire il faut que nous, collectivement, communes plus départements et régions également, on fasse un cordon sanitaire autour des limites du département pour éviter d'arriver à cette extrémité, donc de voir une église déconstruite. Voilà. Et donc, il y a quelques années, en 2019, le département a mis en place un appel à projet en disant si vous avez une église qui est en mauvais état, qui a besoin de travaux majeurs pour ne pas arriver à cette extrémité-là, eh ben on va vous accompagner. Et donc ça a duré 3 ans. Et donc, et on a été agréablement surpris parce que chaque année, on avait une dizaine de dossiers. Donc 10 dossiers x 3, ça fait 30. Donc en gros, on pouvait se dire qu'il y avait 30 églises sur les, je ne sais pas, 300 églises qui comptent la Vendée, qui étaient en situation difficile. Et donc ces travaux ont été faits. On a pu avoir l'accompagnement de l'État, de la région en plus, puisque dans ce type de projet, il faut additionner les subventions pour que ça soit supportable par une commune. Et puis, au fur et à mesure, en 2021, quand j'ai pris mes fonctions à la tête de cette commission, eh bien, on a décidé de booster un petit peu les aides aux églises et donc d'intégrer ce dispositif d'aide aux travaux sur les édifices religieux dans notre programme commun d'aide. Je rajouterai une chose, c'est que notamment pour les petites communes, on parlait tout à l'heure du sud Vendée où il y a beaucoup de petites communes avec des églises qui sont souvent assez anciennes et donc avec aussi un intérêt patrimonial remarquable. On a ressuscité ce qu'on appelle la majoration petite commune. Ça veut dire qu'on a majoré le taux de base d'aide du département pour arriver parfois jusqu'à 45% d'aide. Voilà. Et donc, quand tout le monde se serre les coudes, quand on arrive les uns et les autres à porter en commun ce projet pour maintenir en bon état nos églises, eh bien, on y arrive et donc on est plutôt satisfait aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine de l'état des églises vendéennes. Bien, merci beaucoup. J'en viens à évoquer le rôle de la région, alors aussi bien le Conseil que la DRAC, qui a une mission bien spécifique qui lui est allouée. Alors d'abord le Conseil, en fait, quel est votre rôle, quelle est votre charge ?
Merci beaucoup. Eh bien, notre rôle, je vais m'exprimer de façon assez frontale, il est ce qu'on souhaite en faire. En tant que conseiller régional, ce n'est pas une compétence obligatoire, hein. Il n'y a que l'inventaire du patrimoine qui relève des compétences obligatoires, donc il est le fruit d'une volonté. Je rejoins d'ailleurs ce que disait Guillaume à l'instant, mais ce qui était ce que disait Thomas aussi. Je suis tout à fait enclin à ce que vous dites. En préambule, la question du patrimoine au sens large et la question du patrimoine religieux, c'est d'abord le fruit d'une volonté. Et ça, c'est l'incarnation aussi du leadership que doit être, qui est censé adopter, à mon avis, un responsable politique. Le veut-on ou non? Quand on le veut, ça se passe en général très bien. Ça me permet de répondre à votre question initiale. En région, oui, nous parlons au département, nous parlons aux maires, aux Comcom, aux agglos, ça se passe bien. Et spécifiquement en Vendée, il y a un alignement des planètes entre l'immensité des maires, du département et de la région. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt chanceux. Ça facilite les rapports. Donc nous, concrètement, ce qu'on a décidé de mettre en œuvre, et Valérie l'exprimera tout à l'heure, c'est de marcher dans les pas pour tous, enfin de la DRAC, de l'État, donc pour tout ce qui a trait aux monuments qui sont classés. C'est assez mécanique, hein, c'est la DRAC qui enregistre le dossier, qui le valide, et nous, on abonde à hauteur de 2 millions d'euros, en gros. Ce qui nous intéresse beaucoup plus en région, et c'est là où on a développé une spécificité, et c'est là, à mon avis, qu'est le cœur de réacteur des enjeux des années à venir, puisque cela concerne majoritairement ces 5000 édifices qui tomberont par terre demain, hein, puisque c'est d'ici à 2030 au niveau national. C'est la question des édifices religieux, qui ne sont pas protégés et qui très souvent sont dans les petites villes ou les petites communes. Et c'est là où le bas blesse. Alors, on ne peut pas tout. Je lisais tout à l'heure l'interpellation de l'empereur. Avec de l'audace, on peut tout entreprendre. On peut peut-être pas tout faire, mais on entreprend beaucoup de choses avec l'audace qu'avait voulu initialement Bruno Retailleau, que je ne présente pas. Je pense que vous le connaissez tous. Quand il était président de région, il avait voulu la mise sur pied d'un dispositif d'aide et de soutien justement aux édifices religieux non protégés. Un dispositif hyper ambitieux, assez inédit, qu'a voulu conforter et renouveler notre actuelle présidente Christelle Morancet, puisqu'elle a doublé l'enveloppe, hein. Bruno avait fait état d'environ 500 000 euros, on passe à 1 million sous Christelle Morancet, parce que, hélas, j'ai envie de dire, comme avec les Restos du Cœur, hélas, ce dispositif fonctionne. J'aimerais qu'il ne fonctionne pas, parce que cela voudrait dire qu'on n'en a pas besoin, mais non, malheureusement, effectivement, les besoins sont tels que le dispositif explose, donc c'est pas suffisant. Mais nous sommes aux côtés des maires qui viennent nous déposer effectivement leurs projets, puisque nous, on s'adresse d'abord, bien sûr, aux propriétaires avant de s'adresser à l'affectataire. Et avant que notre camarade Valérie puisse s'exprimer, j'aimerais poser dans le cadre de cet échange un sujet qui me paraît être central, qu'on avait d'ailleurs abordé à la MF 49 quand on a parlé de ce sujet-là aux côtés de la Fondation du patrimoine. C'est un sujet qui est central parce qu'il est profondément et éminemment éruptif dans le corps social, dans la mesure où une église, c'est un lieu qui profère au lien, qui profère à la mémoire, et si on y est attaché, c'est pas pour ces vieilles pierres, mais c'est parce que ces vieilles pierres disent quelque chose d'abord de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Je crois qu'il y a très rarement une église de village qui ne porte pas en son sein, en son cœur, un monument aux morts, où sont inscrits le nom de tous les enfants du village croyant en Dieu ou en diable. Donc il y a cette unité proférée par ce lien mémoriel qui se retrouve aussi au cœur de l'Église. Et ça, c'est essentiel à rappeler, parce que c'est la mémoire vivante que beaucoup de chrétiens, bien sûr, fréquentent, mais que beaucoup de non-chrétiens ou de personnes en recherche fréquentent aussi. À partir de là, quand on a dit ça, on se rend compte qu'on touche à l'intime, à quelque chose de très précieux, donc de très sensible. Et je crois qu'il faut qu'on ait la main qui tremble quand on envisage, et c'est là où je veux en venir, la question des usages compatibles ou dits partagés. C'est un sujet central parce que pour l'immensité des maires qui doivent justifier de l'utilisation des deniers publics dans une commune ou dans un village dont l'église n'est pas ou plus du tout fréquentée, il faut qu'il justifie tout de même auprès de ses administrés qu'il va mettre parfois plusieurs millions d'euros dans la réfection de son église, et ce, donc au détriment de la voirie, du ramassage des poubelles ou du transport scolaire. Pour le justifier, je crois que là, il faut être ultra audacieux en se disant que tout est à créer, tout est à penser pour la compatibilité du culte et d'un usage autre. En revanche, on est tous d'accord pour se dire que la culture peut être un lien, peut habiter les lieux, mais au même titre, pardonnez-moi cette comparaison, mais ce qui fait tenir les ensembles d'un vitrail ensemble, c'est le plomb. Eh bien, je pense que ce n'est pas suffisant que de le dire. Il faut s'assurer de la qualité de l'alliage du plomb pour que le vitrail tienne dans le temps long. Et à ce titre-là, je crois que l'affectataire, qui est l'Église, ça peut se gérer au niveau diocésain, me semble-t-il, a aujourd'hui le devoir de validation des projets culturels qui, demain, pourront naître au cœur d'une Église, afin qu'il y ait une cohérence d'ensemble quant au fond
et quant à la forme. Ça me paraît être central parce qu'on a trop vu par le passé, et dans un passé récent, au niveau national et même au niveau local, des sujets qui ont vraiment fait polémique parce qu'ils n'avaient pas été bien amenés, pas suffisamment travaillés, et qu'il me semble être essentiel aujourd'hui que l'affectataire prioritairement identifie un endroit où il pourra valider l'expression culturelle qui se jouera dans son église, quelle qu'elle soit, hein, mais qu'il soit force de proposition et de validation. Ça me paraît être central pour la réflexion du petit patrimoine religieux non protégé. Voilà. Bien, merci. Madame Godard, quel est le rôle spécifique de la DRAC? Alors, la DRAC, c'est donc la Direction régionale des affaires culturelles. Il y a donc une Direction régionale des affaires culturelles par région, cela s'entend. C'est le représentant du ministère de la Culture, donc c'est un service déconcentré du ministère de la Culture, donc qui est chargé de toutes les actions du ministère de la Culture sur un territoire donné, donc ici la région des Pays de la Loire. Alors à l'intérieur de la DRAC, il y a donc plusieurs services, et chargé plus spécifiquement du patrimoine, donc des églises, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, la conservation régionale des monuments historiques, et également les architectes des bâtiments de France, qui, dans chacun des départements, ont un rôle, je dirais, de proximité avec tous les acteurs. Donc aussi bien dans le domaine des espaces, des lieux protégés au titre des monuments historiques, mais aussi d'autres espaces comme parce qu'ils ont la gestion des sites, ils ont la gestion également des abords autour des monuments historiques. Voilà, donc beaucoup de choses sont un peu plus en multitâches, je dirais, que en conservation régionale des monuments historiques. Alors pour en venir spécifiquement, donc effectivement au travail de la CRMH, des monuments historiques. Vous voyez, je répète le mot monuments historiques parce qu'effectivement, donc la DRAC est concernée, donc la CRMH est concernée spécifiquement par la restauration des monuments historiques et donc tout le processus qui génère en fait le monument historique, puisque notre première mission est tout d'abord de créer le monument historique. Donc, par le biais d'études qui sont réalisées, donc, nous procédons, donc, après avoir rassemblé des commissions, nous procédons à la protection au titre des monuments historiques, inscription ou classement. Et ensuite, une fois que le monument est protégé, eh bien, nous suivons toute la vie de ce monument. Effectivement, depuis son entretien, sa restauration et parfois, lorsqu'on nous le demande également, sa désacralisation, puisque nous sommes contactés de façon légale par le biais donc, de la préfecture de département lorsqu'il s'agit donc de déconsacrer une église, puisque nous devons dire notre mot sur à la fois la qualité patrimoniale de l'édifice, principalement et surtout quand il est protégé, mais même quand il n'est pas protégé, et également de tous les objets qu'il conserve. Parce qu'effectivement, monsieur, vous l'avez tout à fait bien dit, nous parlons ici essentiellement, évidemment, du patrimoine immobilier, puisque c'est forcément ce qui va coûter le plus cher, ce qui va peser le plus lourd dans l'escarcelle de chacun. C'est aussi également ce qu'il y a de plus visible. Il a été abondamment rappelé ici, au long de la journée, la flèche, la présence des flèches, la présence dans l'espace de ces édifices que sont les églises, les lieux dans lesquels on peut se rassembler ou où on peut être seul également dans ces lieux. Mais ce sont bien des espaces. Mais dans ces espaces, il y a aussi donc, tous les objets qui sont principalement, donc, qui sont tous des objets affectés au culte, donc des objets d'art, avec des degrés divers d'usage. Ça peut être aussi simplement de la délectation, de voir un beau tableau. On a moins l'occasion, en dehors des célébrations, de voir les objets de culte plus spécifiquement. Voilà, donc, mais il peut y avoir donc également des objets religieux qui sont protégés au titre des monuments historiques. Donc des édifices ainsi que des objets. Alors, une fois que donc, la protection est prononcée, en effet, nous nous penchons sur la restauration de ces édifices et de ces objets sur sollicitation.
Je ne peux qu'abonder dans tout ce qui a été dit, notamment les personnes ici présentes qui sont élues. Effectivement, c'est sur sollicitation des élus, des propriétaires en fait, que nous instruisons donc des permis de construire ou des demandes d'autorisation de travaux. Donc nous les instruisons sous plusieurs formes, évidemment administratives. Nous délivrons ces autorisations. Mais aussi, nous sommes avant tout, et il faut vraiment nous voir comme ça, pas juste comme un tampon, là vous voyez, ou une signature en bas d'un arrêté. On est là pour conseiller, on est là pour accompagner, on est là pour aider. Je veux dire, notre ADN, c'est un peu un mot à la mode, pardon. Mais enfin, je veux dire, moi, je suis payée pour pouvoir, et avec votre argent, hein, deniers publics, fonctionnaire d'État, donc ce sont des deniers publics. Je ne l'oublie jamais. Nous sommes donc payés pour pouvoir, justement, conserver, aider à la conservation des édifices et des objets. Donc c'est vraiment fondamental. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, donc soit l'architecte des bâtiments de France, soit les ingénieurs et conservateurs de la Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC, à nous solliciter dès qu'il y a une intention de projet. Une fois que ce projet est délimité, qu'on en a discuté, nous vous conseillons, nous sommes là pour accompagner l'ensemble des partenaires, donc effectivement l'élu propriétaire, mais également le curé. Et pardon, c'est pas vraiment à la DRAC hein, de faire ce go-between, mais parfois dans des situations qui peuvent être conflictuelles. Nous sommes là aussi pour être parfois aussi des catalyseurs. Hein. Bon, c'est un peu, mais tant pis. Si le projet se fait, on en voit d'autres. Avec tout ça, on a beaucoup parlé d'argent, mais c'est pour ça que je ne parle pas d'argent en premier. Il y a un petit Larsen là, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne parle pas d'argent en premier parce qu'effectivement, il faut d'abord avoir un bon projet pour savoir où on va effectivement mettre son argent, qu'est-ce qu'on va financer. Donc ensuite, une fois qu'on voit à peu près où on va, on fait en général appel à un architecte. Donc l'architecte, là encore, c'est le propriétaire qui s'engage auprès d'un architecte. Architecte du patrimoine, c'est ce qu'il y a de mieux, je ne cesse de le redire, de le dire et le redire. Un architecte qui ou un restaurateur, lorsqu'il s'agit de restaurer une œuvre d'art, et qui va faire un projet de restauration. Et une fois que ce projet sera effectivement débattu et satisfaisant pour tout le monde, l'arrêté de permis de construire ou d'autorisation de travaux signé, eh bien nous entamons la réflexion concernant également le financement. Donc, alors cette réflexion peut évidemment, cette discussion peut avoir lieu bien avant, évidemment. Nous finançons à peu près, il me semble, tous les projets, surtout sur le patrimoine religieux. Je ne connais pas de projet que je n'ai pas financé, effectivement, dans la mesure des moyens qui nous sont attribués. Donc on appelle ça une subvention. Et cette subvention est de l'ordre à peu près de 15% pour ce qui concerne l'État pour les monuments inscrits, 40% en général pour les monuments classés. Alors autant vous dire que pour la Vendée, ça marche assez bien. Ça marche assez bien. J'ai fait, avant de venir, j'ai regardé notre programmation 2024 et j'ai vu que donc, nous avions en 2024 41 dossiers, nous subventionnions 41 projets donc d'édifices publics ou privés de tous ordres, voilà, des remparts, enfin tout ce qu'on veut, mais dont 8 églises publiques. J'exclus volontairement. On parle de patrimoine religieux, mais le patrimoine religieux, me semble-t-il, c'est ici un patrimoine religieux public. C'est pas un patrimoine religieux privé, parce qu'il existe aussi donc du patrimoine religieux privé. Alors, monastères, etc., mais également des prieurés, d'anciennes abbayes, il y en a ici en Vendée, qui sont devenus des propriétés privées. Donc je n'en parle pas, exprès parce qu'il me semble que c'est un autre débat, ce n'est pas celui qui nous occupe aujourd'hui. Donc, nous avons, l'État a servi 2,5 millions de subventions pour les monuments historiques pour toute la Vendée. Et sur ces 2,5 millions, 2,4 millions plus précisément d'ailleurs, 1,7 million pour les églises. Donc vous voyez, 8 dossiers seulement d'églises, mais 1,7 million.
Donc c'est quand même très significatif. Bon, il y en a ici, il y en a donc, il y en a à La Roche, il y en a à Fontenay, il y en a au Sable, au Bois de Séné, Tiré, voilà, je peux en citer d'autres encore. Voilà, donc je n'ai pas fait le calcul, vous me pardonnerez, pour les objets. Les sommes sont évidemment beaucoup plus modestes, mais en effet, je ne peux que boire du petit lait en écoutant les paroles qui ont été celles des élus municipaux présents pour évoquer la question de l'entretien, du soin qu'il faut avoir de son patrimoine et de l'entretien, je ne veux pas dire quotidien, mais presque. Nous subventionnons aussi l'entretien, nous subventionnons les diagnostics, nous accompagnons, nous subventionnons l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez, parce que c'est un autre des nerfs de cette guerre pour la conservation du patrimoine. Bien, merci beaucoup, Madame Godard. On en vient désormais à la commission diocésaine d'art sacré. Avec vous, Madame de Château-Thierry, pourriez-vous expliquer son rôle, sa mission, sa responsabilité et comment ce rôle s'imbrique-t-il avec le rôle des autres acteurs institutionnels? Alors, j'ai d'abord une confession à vous faire, c'est que je ne suis pas vendéenne. Non, en fait, je suis responsable de la commission d'art sacré de Vannes, mais vous savez que dans l'Église, nous sommes organisés aussi en province ecclésiastique, et donc nous faisons partie, avec la Vendée, de la province ecclésiastique de Rennes, dont j'ai l'honneur d'être déléguée. Alors j'ai quelques camarades dans l'assistance, voilà, c'est toujours des occasions de se retrouver qui sont précieuses, parce qu'on a énormément de questions en commun qu'on est content de partager. Alors, je suis aussi autour de cette table la seule à être du côté de l'affectataire. C'est une responsabilité aussi. Voilà, donc les commissions d'art sacré sont déléguées par les évêques. Il y en a en principe une par diocèse. Elles ont été un peu musclées à la suite du concile qui a demandé qu'elles s'organisent, et des statuts ont été publiés en 1981. Nous vivons toujours sur ces statuts de 1981 avec une volonté aujourd'hui de les renouveler, de les relire, parce qu'évidemment les missions ont quand même évolué, mais on reste dans une certaine continuité tout de même. Alors, la mission première, c'était l'aménagement des églises et des chapelles pour permettre le culte catholique. Aménagement et construction quand il y a lieu. Au départ, les commissions donnaient des avis décisionnels quand il fallait donner un avis pour dire oui, ça c'est conforme. Ça, c'était vraiment le strict minimum du départ. Et puis, les évolutions dont je parlais à l'instant, je pourrais dire que les missions sont de plus en plus pastorales. Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire au service vraiment du terrain, au service des paroisses. Et je vous rejoins tout à fait au service de tous les partenaires. Et là, nous avons vraiment de plus en plus un rôle de coordination. Alors, chaque commission s'organise comme elle le peut. Les diocèses n'ont pas tous les mêmes moyens. Nous dépendons aussi de l'implication plus ou moins grande de nos évêques dans ces questions-là. Simplement pour donner une couleur au travail, pas pour minimiser ou maximiser l'importance, mais pour l'orienter, parce que les missions sont assez diverses. Donc j'ai dit aménagement, construction, mais nous avons aussi le rôle de formation, dont on a déjà parlé tout à l'heure, abondamment déjà dans cette journée. Donc formation des laïcs, formation des prêtres. Nous organisons aussi des journées père-mère. Voilà, nous sommes partie prenante, comme aujourd'hui, la commission d'art sacré de Luçon est à l'initiative de cette journée. Voilà, c'est un exemple. Vous avez parlé de conservation du patrimoine. Alors, j'apporte une petite précision. Nous sommes chargés de la conservation des objets et des bâtiments qui appartiennent en propre au diocèse, c'est-à-dire en principe et grosso modo ceux qui ont été acquis depuis 1905. En revanche, quand il s'agit de monuments, d'édifices et d'objets qui sont soumis à la loi de 1905, à ce moment-là, nous sommes du côté de l'affectataire, c'est-à-dire pour le conseiller dans l'entretien, dont on a beaucoup parlé aussi, la valorisation, l'usage, et de plus en plus, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vis à Vannes, nous essayons
de faire participer, mais c'est dans les statuts de 1981 que j'ai ressorti pour l'occasion, nous avons vraiment mission de faire participer la population à tout projet d'entretien, de valorisation, de construction, d'aménagement. Et quand un curé nous appelle, parce que ça se passe toujours comme ça, le curé a une question, souvent quand ils sont nouvellement nommés, quand ils arrivent dans une nouvelle église, alors là, rien ne va pas, c'est la plante verte qui est à gauche, je voudrais la mettre à droite. Enfin, bon, il y a des choses plus sérieuses, mais ça commence par ça, parce que le prêtre a besoin de se sentir bien dans son église, donc c'est son regard. Il nous appelle et tout de suite on lui dit, mais père, vos paroissiens, alors certains y pensent tout seuls, d'autres non, il faut les réunir, il faut leur montrer la beauté de leur église, parce que vous voulez changer quelque chose. Mais si vous n'impliquez pas tous les partenaires dès le départ dans la réflexion, vous n'aboutirez pas. Je commence à avoir une petite expérience, ça fait quelques années que je pratique. Je m'aperçois que les projets qui marchent sont ceux pour lesquels on a pris le temps au départ de se dire qui doit-on entendre, qui doit-on mettre autour de la table. Et des très beaux projets qui ont eu du succès à une certaine époque, mais qui ont été portés que par une seule personne, quand la personne s'en va, le projet est en danger. J'en veux pour preuve notre propre cathédrale à Vannes. L'aménagement liturgique n'a que 25 ans, nous allons le changer. Et j'ai retrouvé dans les archives les témoignages des monuments historiques de l'époque qui regrettaient de n'avoir pas été suffisamment consultés. Alors pour le nouvel aménagement, nous avons commencé par mettre tout le monde autour de la table et je pense que c'est vraiment une chose absolument essentielle. Et puis je reviens sur la question des fidèles et ça rejoint aussi la formation et la question du sens. Il y a eu une question dans la salle tout à l'heure sur le symbole, oui, le monsieur qui fait du drone. Oui. Je suis très frappée par le fait que, là on a parlé de la perte de la culture religieuse, mais on l'a dit aussi, même auprès des fidèles, vous êtes habitués à un lieu et vous ne le voyez pas. Un objet disparaît, personne ne sait dire qu'est-ce qu'il y avait dans cette niche. Alors pour ça, il y a les inventaires, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut commencer par regarder le lieu dans lequel on célèbre, dans lequel on prie, dans lequel on entre si on n'est pas croyant, essayer de le comprendre, de le connaître, le comprendre pour l'aimer et l'aimer pour l'entretenir. Et donc cet apprentissage du sens, me semble, est tout à fait fondamental. Et nous nous attachons beaucoup à cette question-là. Et je découvre, émerveillée moi-même, de l'intérêt que ça suscite chez tout le monde. Et voilà. Et pour moi, alors peut-être pour finir, je vous raconterai une expérience fondamentale. J'étais toute jeune, j'étais encore bénévole à cette époque-là, à la commission d'art sacré. Comme j'avais fait l'école du Louvre, on m'a envoyé faire la visite, animer une visite découverte du jubé de la chapelle Saint-Fiacre du Faouët. Si vous connaissez un peu la Bretagne, voilà, c'est un de nos joyaux. Et alors c'est assez simple de faire une visite d'un objet comme ça. Il suffit d'avoir une Bible. Et puis comme vous disiez, c'est un livre d'images. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu mise en image, mise en couleur, mise en relief. Et donc vous mettez le texte, vous lisez le texte qui correspond à l'image. Et tout de suite, ça prend sens. Alors évidemment, il faut faire quelques commentaires annexes aussi. Mais c'était assez simple, je racontais l'histoire que raconte le jubé. Et comme c'est une mise en sculpture d'un mystère du Moyen-Âge et d'une pièce de théâtre, il y a les intermèdes, enfin c'est très ludique et en même temps très théologique. Et puis il y avait dans l'assistance, il y avait le maire qui était venu, qui me dit « Oh, j'ai jamais eu autant de caté de ma vie. » Bon, très bien. Et puis il y avait une dame qui passait par là et qui vient me voir à la fin, mais les larmes aux yeux, vraiment les larmes aux yeux, et elle me dit « Madame, merci. » Enfin moi j'étais toute jeune. « Madame, merci. Je ne savais pas que le christianisme, c'était si intelligent. » Alors, je me suis dit, en fait, j'ai fait une œuvre sociale parce que j'ai réconcilié cette dame avec son passé et ses ancêtres. Merci le patrimoine. Voilà. Merci.
Bien, merci beaucoup. Alors, on est déjà arrivé, enfin, le temps est déjà écoulé, mais on va quand même grappiller quelques minutes. J'ai une question assez générale. On voit très bien le rôle de la région, de la DRAC, on voit les demandes que l'on peut faire, qu'il y a quelque chose qui relève quand même de la procédure. On voit par rapport à la demande. En revanche, quand on vous écoute, tous les deux en tant que maire, on voit très bien que ça relève de la personne. Que c'est vraiment, c'est de la volonté. Alors on voit très bien qu'en Vendôme est préservé, il y a une vraie volonté de préserver ce patrimoine religieux. Vous dites que ce n'est pas une charge, il n'en demeure pas moins que c'est un coût et que c'est difficile à supporter pour les communes, donc c'est une question de choix et donc de personnes. Comment cela, en fait, peut être pérennisé malgré parfois des changements politiques? En fait, est-ce qu'à l'échelle d'une commune, on peut pérenniser une volonté de préserver un patrimoine religieux ou non? Cela dépend tout simplement des municipalités. Déjà, il faut choisir le bon maire. Du coup, on évite le problème. Après, moi, je crois... Enfin, vous savez, en Vendée, on fait beaucoup de, on croit beaucoup au sens du collectif. Et donc, je pense qu'il y a aussi une forme de... Entre nous, alors à une échelle locale, même cantonale, intercommunale, un phénomène de contagion positive. C'est-à-dire que quand on voit, c'est un peu comme dans votre commune, quand vous voyez votre voisin, il refait sa façade et puis que c'est sympa, bah, vous dites peut-être que moi je vais le faire aussi. Ben, c'est un petit peu la même chose. Et donc, alors évidemment, il y a la carotte financière, parce que bon, ça permet de convaincre un conseil municipal de dire, ben voilà, on a une aide du département, de la région, voilà. Ça va faire passer la pilule, passez-moi l'expression, mais il y a ce côté, on fait ensemble et donc, on arrive à ce qu'il n'y ait pas de vilain petit canard. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour le bocage. Après, je ne sais pas dans le sud Vendée, mais Anne-Marie. Et donc, je crois vraiment qu'il y a une vertu, en tout cas, et puis un sens de la responsabilité du maire qui, même s'il pense que ça ne sert à rien, bah, il va le faire parce qu'il a cette responsabilité vis-à-vis de ses habitants et ça se passe plutôt bien. Moi, je rajouterais juste une chose. C'est vrai que tout à l'heure, Alexandre a parlé de proximité. Parfois, on a une église qui est malade et on ne le sait pas. Voilà, et donc c'est très important. Donc le service de Laurent Blanchard, et je pense à Céline Belzic qui est là, qui fait à la demande des maires un petit tour de l'édifice en disant « Oh là là, bah, vous avez peut-être quelque chose à vérifier » avant de se retrouver avec une facture de 2 millions d'euros parce qu'on a loupé le petit détail qui annonçait des signes avant-coureurs d'une catastrophe. Et puis là, je fais un peu de pub. Parce que le même service, en fait, le guide des bonnes pratiques. Alors ça, c'est pour les maires, mais c'est aussi pour les affectataires, parce que c'est vraiment comment est-ce que, en tant que maire, on gère tous les sujets liés à l'entretien de son église. Ça va des travaux, bien sûr, mais aussi les objets. Et on reprend sur la règle d'or, c'est l'entretien. Voilà, j'ai pas dit de bêtises. Et donc, alors on n'a pas mis une pile de documents comme ça, Laurent, à l'entrée, mais en tout cas, vous pouvez les demander. Et c'est téléchargeable sur Internet. Voilà. Simplement, parce que Guillaume a très bien expliqué tout cela, mais j'attire aussi l'attention de mes homologues et puis des propriétaires de façon générale, mais et c'est également, plus spécifiquement sur l'aspect mobilier, il faut véritablement que les maires se souviennent bien que ça leur appartient pour ce qui est ancien. Et donc, il faut aussi l'assurer, ce patrimoine. Et c'est primordial. On a tous eu connaissance de vols à droite à gauche, etc. Il faut impérativement assurer. Et c'est pas parce que je suis commissaire-priseur que voilà, je suis désolé. Mais ça, c'est pas le département qui va vous chiffrer, parce que les conservateurs pourront pas vous faire une estimation. Donc vous m'appelez, puis je verrai l'affaire. Non, blague à part, il faut vraiment assurer parce que en fait, on a de plus en plus de vols et à contrario, il faut que les églises restent ouvertes. Je saluais tout à l'heure Bertrand Fédot qui évoquait le projet Sésame, qui bloque un peu pour d'autres raisons. Mais il faut que ces églises restent ouvertes. Moi, j'ai la chance, mon église, elle est ouverte du lundi au dimanche, de 8h à 20h tous les jours. Mais combien y a-t-il d'églises qui sont fermées? Et du coup, les maires se disent « Oh là 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 là, moi je ferme, comme ça, il n'y a pas de vol. » Oui, d'accord. Quelqu'un qui veut voler, fermé ou ouvert, il va réussir à voler, hein, il n'y a pas de problème. Donc il faut sécuriser, le département accompagne dans les objets. Et puis par entretien du patrimoine bâti, c'est aussi l'entretien
du mobilier. C'est l'entretien des tableaux, c'est l'entretien des rétables, des vases liturgiques. Mais pitié, ne confiez pas la restauration aux gens des paroisses. Pitié. Pitié, pitié, parce qu'on a des choses épouvantables après, voilà, surtout quand c'est classé ou inscrit. Hein, c'est préférable. Voilà. Donc, mais le département vous accompagne. On a la chance en Vendée, et c'est pas de la flatterie vis-à-vis de mon ami Guillaume Jean, et puis de Laurent et de ses équipes, mais on a la chance d'être très bien entouré et accompagné en tant qu'élu. Voilà. Il faut de la pédagogie. Anne-Marie Coulon, ancienne présidente des maires de Vendée, avait engagé ce travail. J'espère qu'on pourra continuer. Il faut que nous, en tant que commission diocésaine d'art sacré, on puisse aller voir les élus, donc là, je change de casquette, on puisse aller voir les élus et leur expliquer comment ça fonctionne. Nous, on fait une réunion par an en paroisse maire de la Comcom, par exemple, et moi, j'évoque typiquement c'est cette impérieuse nécessité de saisir la commission d'art sacré quand on veut faire des modifications dans l'église. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Typiquement, les fleurs sur l'autel, enfin, ce genre de trucs, on essaie d'éviter les problèmes. On ne change pas la sono dans l'église. Hein, on évite. D'abord parce que la commune peut le payer. C'est pas plus mal pour la paroisse. Et puis les enceintes façon mamie qui sont fixées sur l'autel, c'est pareil. Si on peut éviter, surtout quand le bâtiment est inscrit ou classé, c'est mieux aussi. Voilà. Donc faites-vous accompagner et on a la chance d'avoir les services qu'il le font. Je rebondis juste, pardon, sur la question de l'assurance et des objets liturgiques. C'est le sujet des trésors d'église. Parce qu'une des manières de faire venir du monde dans les églises, c'est de pouvoir admirer un des trésors d'église, notamment sur des objets liturgiques qui sont plus utilisés. Et donc, non seulement ils sont parfois des objets de valeur, ils sont pas dans des coffres forts, mais ils sont dans des coffres vitrés, donc on peut en profiter quand même. Et donc, depuis, je ne sais pas, une quinzaine d'années, Laurent, le département a incité les communes à se lancer dans ces constitutions de trésors. Julien Bourreau a participé aussi en son temps à ce travail, et c'est largement subventionné par le département. Et quand tout à l'heure tu évoquais dans le cadre de regroupement de paroisses, on ne sait plus où va tel ou tel objet, on sait qu'il reste sur la commune. Bien, avant de passer aux questions pour une quinzaine de minutes, un très grand merci déjà à tous les 5. C'est très clair pour cette table ronde et on comprend mieux, malgré un constat très difficile à l'échelle nationale, pourquoi en Vendée ça se passe plutôt bien et que le bilan est plutôt bon. Voilà, je laisse 15 minutes de temps de questions pour la salle. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Je voudrais poser une question au conseil régional. Je voudrais savoir si un hôtel à baldaquin est considéré comme mobilier ou comme immobilier. Je vais prendre cette question au pied de la lettre et je vais donc laisser l'experte en la question répondre pour savoir si un hôtel à baldaquin. Alors écoutez, un baldaquin, ça dépend si c'est en général c'est en bois, mais ça peut être aussi dans un autre matériau. Si c'est du bois, on va dire que ce baldaquin est un objet mobilier. Si c'est maçonné, on va dire que c'est un immeuble. Voilà. Je vous simplifie la tâche, la vie. Voilà. Bon, vous vouliez une réponse simple, il n'y en a pas. Je vous invite à aller voir effectivement la belle restauration qui a été faite du baldaquin à la cathédrale, cathédrale de Luçon. C'est un baldaquin mixte. On a de la pierre, on a du bois, enfin des marbres, et c'est vraiment passionnant, très, très intéressant. Il y a un article dans la dernier numéro voilà, Recherche vendéenne, je cherchais son nom. Une petite question, madame, spécialement, pendant les années où j'étais à Toulouse, j'ai eu affaire forcément à la DRAC et j'ai eu affaire particulièrement à l'architecte des bâtiments de France, à l'ABF, comme on l'appelle. Mais il semblerait que ce personnage soit vraiment d'une liberté absolue et qu'il ne rende compte à personne un petit peu de ses décisions. Et il n'y a pas de recours, on ne sait pas comment faire.
Question piège. Bon, j'ai... Vous ne me facilitez pas la tâche, dites-moi. Bon, nous nous sommes un peu connus aussi à Toulouse, puisque j'ai aussi œuvré à Toulouse. Voilà, il y a, comme partout, des individus, hein, bien sûr. Voilà. Peut-être que l'ABF de Toulouse, enfin de Haute-Garonne, est un peu à classer parmi ces personnages un peu, voilà, qui prennent quelques libertés. Bon, il y a une hiérarchie, hein, comme partout. Donc non, ils ne sont pas tout puissants. Non, ils ne peuvent pas faire tout et surtout n'importe quoi. Et premièrement, ils sont là pour respecter des règles administratives, des codes, hein, donc qui nous ont été rappelés un peu cet après-midi. Code du patrimoine, code, et puis tous les autres sur lesquels ils doivent, code de l'environnement, etc. Bon, mais là, surtout code du patrimoine, code de l'urbanisme. Voilà, ce sont les deux codes surtout qui sont pour les églises, enfin qui intéressent les églises. Et donc, il y a aussi des recours qui sont possibles contre eux, bien sûr, contre leurs décisions. Et nous avons donc des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture qui peuvent statuer sur les recours qui sont faits par les maires auprès des décisions des ABF, hein, des architectes des bâtiments de France. Bon, mais ils ont pas mal de pouvoir quand même, c'est vrai, parce qu'ils ont des avis qu'on appelle conformes. Donc, mais leur avis conforme est dû à, ils ne font qu'appliquer finalement le droit qu'on leur donne. Par le biais de tout un tas d'arrêtés et dispositifs votés par des élus ou mis en œuvre par des arrêtés d'État. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je me permets, pour faire suite à la question de Monseigneur, on n'a pas parlé aussi du CAOA. C'est un petit peu le même profil que l'ABF. Le CAOA, le Conservateur des Antiquités et Objets d'Art, voilà, avec qui nous collaborons aussi très très étroitement. Et pour compléter un petit peu la présentation des missions de commission d'art sacré en ce qui concerne la conservation, par exemple, quand un objet sculpté, une statue part en restauration, c'est la mairie propriétaire qui l'envoie en restauration, même si elle a été dépoussiérée par la paroisse, si la paroisse a fait ça correctement. Pas toujours, et encore, il faut peut-être ne rien faire que faire mal. Voilà. Et donc, quand l'objet revient de restauration, le CAOA interroge la paroisse, et puis à travers la paroisse, la commission d'art sacré, pour savoir où on va remettre cet objet d'art. Est-ce qu'il sert toujours effectivement pour le culte ? Est-ce qu'on continue à mettre des veilleuses devant ? Est-ce qu'il y a vraiment une dévotion ? Est-ce que c'est sa juste place à cet endroit-là dans l'église ? Parce que quand il rentre de restauration, on va le sécuriser, on va l'accrocher avec un cadenas. Donc ça va être un peu plus pérenne que sur un socle. Je vous donne un petit process classique. Et donc là, typiquement, la commission d'art sacré intervient en dialogue avec le CAOA pour la question de l'usage de l'objet. Voilà, c'était un exemple. Est-ce que je peux me permettre de rajouter, vous m'y faites penser, juste un petit mot concernant cette époque de crèche. Eh bien, attention aux risques électriques, attention aux incendies. Et donc ça, c'est vraiment essentiel. C'est du vécu, un circuit de fil électrique qui passe pour éclairer, illuminer la crèche dans une église, avec la simulation d'une petite fontaine, mare, enfin un petit lac, voilà. Et puis tout ça au-dessus du buffet d'orgue en bois, évidemment. Voilà, bon. Je ne veux pas dire qu'on perd chaque année un retable à cause des incendies de crèche en France, mais bon, ça serait exagéré. Mais attention à ce risque électrique. Donc nous revenons à l'entretien, nous revenons aux assurances. Les églises doivent être assurées, les objets doivent être assurés. Et surtout, donc, voilà, regarder et conseiller aussi hein, les paroissiens ou curés qui font les crèches. Oui, en fait, ce qui est vraiment essentiel, ce qu'on comprend, c'est le dialogue et la bonne entente entre tous, n'est-ce pas ? Ça, c'est un vœu pieux, mais on y travaille. Un tout petit exemple dans l'autre sens,
Nous avons été appelés commission d'art sacré par un comité de chapelles, parce que chez nous en Bretagne, il y a énormément de chapelles qui ont chacune leur association, qui sont très dynamiques, qui n'ont pas d'existence juridique, sauf quand elles sont loi de 1901, mais bon, ça ne donne pas ni de propriété, ni de droit quelconque sur le déficit, mais elles l'entretiennent, elles le valorisent, elles gagnent des sous avec leurs fêtes. Voilà. Et puis quelquefois, elles ont des initiatives. Alors heureusement, pour se protéger de leurs ailes, le curé a bien compris qu'il pouvait faire appel à la commission d'art sacré. Donc nous venons, et là c'était une chapelle qui avait eu un don, quelqu'un qui avait donné une somme assez importante pour l'entretien de la chapelle. Mais la chapelle était déjà impeccable. Donc le comité se creusait la tête pour savoir ce qu'il allait pouvoir faire de l'argent. C'est un comble. Et alors ils avaient l'idée de créer un ambon, parce que dans cette chapelle, il n'y avait pas vraiment d'ambon, et il y a une ancienne chaire. Et voilà, et ils voulaient couper les pieds de la chaire. Et alors là, typiquement, moi je dis, oh là là, attention, attendez, moi j'envoyais une photo de cet objet au conservateur des antiquités et objets d'art, parce qu'il me semble qu'il est un peu ancien, et que si on lui coupe les pieds, il doit être propriété communale d'ailleurs, pour commencer, donc attention. Et effectivement, le conservateur des antiquités et objets d'art dit, oh là là, attention, je veux venir en personne, c'est peut-être un objet que je vais classer. Voilà, ouf. Oui, j'aimerais intervenir malgré tout, même si le débat était très positif pour l'instant. Il peut arriver malgré tout que certaines municipalités soient quelque peu réticentes pour entreprendre des travaux de restauration qui peuvent parfois être très lourds, et notamment dans une église qui n'est pas classée ou inscrite. Malgré la connaissance que peuvent avoir les élus des diverses subventions possibles, ils peuvent malgré tout demeurer réticents. Et j'aimerais éventuellement savoir si, au sein de votre docte tribune, certains auraient des arguments ou des idées pour convaincre un maire qui ne serait pas favorable à la restauration de son église. Ça peut arriver même en Vendée. Je vais commencer parce que à l'échelle régionale, c'est des choses qu'on voit, qu'on observe. Je crois qu'il faut que on se rappelle fondamentalement à qui nous devons nos mandats respectifs, aux Français, en l'occurrence les Hauts-Vendéens. Et il me semble tout de même qu'un mandat de maire, peut-être c'est un regret d'ailleurs, n'est pas si long, et qu'il est possible de le sanctionner dans les urnes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant ce couperet final, et c'est là aussi au cœur du sujet qu'on évoque, c'est qu'il y a quand même un sujet d'appropriation et pas de passivité de la part de ceux qui habitent une commune. Moi, par exemple, et je le dis sans me défausser, on a une responsabilité d'élu, mais je crois que chaque Français a sa responsabilité vis-à-vis de ce patrimoine. Encore une fois, quelles que soient ses croyances. Mais je n'accepte pas non plus qu'on soit dans une passivité telle qu'on attende toujours de l'État d'abord, puis ensuite de la seconde mégastructure qui est la région, puis ensuite du département, qu'il fasse à la place de... Et je le dis tout bonnement, c'est facile, je ne suis pas maire. Mais moi, si demain j'étais maire et que je n'avais pas les moyens, encore que je crois qu'on peut toujours trouver les moyens, et que je n'avais pas les moyens, ou que j'étais empêché de pouvoir rénover ou restaurer mon église, je prendrais à partie ma population en lui disant écoutez, maintenant on va être très clair. Soit vous embarquez avec moi dans le projet de restauration, et puis on pense à tout, crowdfunding, etc., mais c'est la sponsoring, État, région, département, bref, on pense à tout. Ou alors pas de problème, mais en fait je la rase. Et là, on va moins rigoler. C'est un peu radical, mais il y a un moment où je crois qu'on a aussi besoin, dans un pays comme celui de la France, qui jouit finalement de beaucoup plus de force vive qu'on ne le croit, de responsabiliser chacun. Ça me semble être essentiel. Alors, je n'ai pas tout dit en disant cela, il existe d'autres recours, mais si déjà les habitants d'une commune ou d'un village ne se mobilisent pas contre un maire qui laisserait dans un état de délabrement son église, écoutez, on ne va pas sauver le soldat Ryan s'il ne veut pas l'être, en quelque sorte. Je crois que je vois qu'on connaît la commune en question. Je ne donnerai pas le nom de la commune. C'est un sujet compliqué. Néanmoins, pour répondre à Alexandre, dans des territoires où il y a plusieurs listes municipales, ça peut fonctionner, mais quand il n'y a qu'un candidat,
mais c'est malheureusement la réalité. Et parfois, il faut le dire, il y a une forme de résignation qui fait que, bon, le consensus mou fait que les choses n'avancent pas et que finalement, il y a un arrêté de péril et puis on attend qu'il se passe des choses pour que... C'est ce qui était dit tout à l'heure. Hein, on attend qu'on ait dépassé le seuil raisonnable du montant de travaux pour dire, bah voyez, on ne pouvait pas faire autrement. Donc évidemment, j'ai des échanges réguliers avec la maire de cette commune en question. On espère bien qu'elle va faire les travaux nécessaires. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, dans une commune de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, un maire qui est très déterminé à faire des travaux d'un montant important pour son église, compte tenu de la taille de sa commune. Et il s'est dit, je fais une réunion publique. J'invite les habitants un soir à s'exprimer sur le sujet. Lui, il voulait finalement, au-delà de son conseil municipal, une sorte d'appui populaire pour l'accompagner dans cet investissement. Et donc nous, département, on l'a accompagné en amont, etc., pour avoir les bons arguments. Et puis du coup, les gens ont suivi. Et ça lui a donné la légitimité pour engager les finances de la commune sur ce projet. Une église une église du 19e siècle, qui n'a pas forcément un caractère extraordinaire, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une méthode plutôt habile pour dire, j'ai concerté, et puis maintenant on y va. Après, lui, il était déjà partant au départ pour y aller. Donc, il faut aussi convaincre l'élu en question. S'il vous plaît, vous avez parlé d'églises, leur mobilier, les objets liturgiques. Est-ce que vous intégrez dans le patrimoine religieux les arceaux, les croix de tournée de chemin? Est-ce qu'il y a eu un inventaire de ces croix et arceaux de fait ou qui sont éventuellement envisagés? Je pourrais répondre à cette question parce que moi j'ai inscrit à mon budget communal tous les ans une somme pour la restauration des calvaires, etc. Pour autant, et Guillaume Jean pourra confirmer, il y a un programme de petit patrimoine. En fait, ce qui dépend aussi, c'est la propriété, c'est-à-dire à qui appartient cette édicule. Moi j'ai une difficulté en ce moment, par exemple à Boin, puisque vous savez que Boin est 19 km de digue, ça coûte cher à entretenir. Et sur une de ces digues, j'ai un calvaire de mission qui est installé en 1946. Pour des raisons de travaux, le calvaire a dû être déposé. Donc il est remisé pour l'instant et mon souhait, c'est qu'il puisse être réinstallé. Mais aujourd'hui, l'État me dit non, ça ne va pas être possible. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que c'est dangereux. On sait tous que les calvaires sont dangereux. Et donc, j'en suis maintenant en négociation et je souhaiterais vendre une partie de ma digue à la paroisse pour qu'elle puisse l'installer. Vous voyez le truc kafkaïen. Voilà. Mais là, parce qu'on est sur un site super stratégique du fait de la défense contre la mer, etc. Mais pour répondre à votre question, la capacité de financement, elle va être en fonction de la propriété et du site où est installée la chose. Mais en l'espèce, la plupart des calvaires, alors on connaît tous l'affaire des Sables d'Olonne, mais la plupart des statues et des calvaires sont en général, ont été intégrés quand même dans le domaine communal avec les arrêtés de voirie, etc. Il y en a dans le domaine privé, mais là, ils ne sont pas éligibles à des financements publics, ou moins en tous les cas. Mais pour les communes, en tous les cas, en général, c'est quand même dans l'escarcelle de la ville. Hein. C'est assez rare que ce soit la paroisse. Et au niveau inventaire? Alors voilà, en effet, sur l'inventaire, il y a des territoires de Vendée où il y a eu des campagnes d'inventaire de ces calvaires, croix, arceaux, etc. Chez nous, dans le Haut-Bocage, on a abandonné parce qu'il y en avait trop. Voilà. C'est plusieurs centaines. Enfin, c'était souvent en pleine campagne, à un carrefour, etc. On est sur des biens privés. Il y a des associations. Je tiens à saluer aussi le travail de certaines associations qui s'engagent. Sur mon canton à la Gaubretière, par exemple, il y a une association qui, depuis des années, soit restaure des calvaires, soit parfois les ressuscite. Parce qu'on a su qu'il y avait un calvaire à telle époque, et donc ça montre la détermination. Et donc là, quasiment sans argent public. Hein. C'est la bonne volonté, un ancien maçon, un tailleur de pierre,
Donc je pense qu'il peut y avoir des inventaires, mais ils sont assez partiels. Mais c'est souvent le travail de passionnés, et la collectivité n'est pas toujours associée à ce type d'études. Est-ce que je peux me permettre de continuer en rapport justement avec les calvaires et la Gobrotière? Plus près. Donc moi je suis de la Bruffière, et à l'époque quand j'étais élu, alors je ne sais pas si j'ai fait une bonne chose ou pas, on avait le PLUI. Et je me suis aperçu, effectivement, il y avait 80 calvaires et arceaux sur la Bruffière. Et de mon propre chef, j'ai vu ça avec le géomètre, de faire une délimitation autour de chaque calvaire. C'est-à-dire qu'actuellement, sur le cadastre, chaque calvaire est répertorié et intégré dans le giron communal, si vous voulez. Donc, ce que vous disiez, ça peut être fait dans certaines communes, quoi. Juste un exemple. Et l'association que j'avais créée aussi pour le patrimoine a permis justement de restaurer tous ces calvaires. Bien, merci beaucoup. On va donc clore cette table ronde. Un très grand merci à vous 5 pour cette table ronde très éclairante. S'il vous plaît, j'avais une dernière question. Ce sera très court. Dans le cadre d'une restauration extrêmement lourde d'une église de Vendée, quand même 15 ans de restauration, avec un budget voté par une mairie tout à fait conciliante et ouverte, 8 millions d'euros. Quel recours peut-on avoir auprès d'un architecte du patrimoine qui accepte, dans le principe de restaurer un hôtel avec baldaquin, de restaurer le baldaquin sans restaurer l'hôtel qui le supporte? Je vous laisse le choix de la réponse. Si, ça marche. Elle est embêtante, votre question. Je ne suis pas sûre de la comprendre. C'est la raison pour laquelle je vous la gardais pour la fin. Bon, de toute façon, s'il y a un problème, un recours qui... je veux dire, voilà, qu'il y a des défauts de construction, donc c'est l'architecte qui refuse... Il y a des défauts de construction avérés sur cet hôtel. Vous pouvez demander à monsieur Jean. Ça se traite devant les Il est tout à fait au courant de la situation. Oui, je ne suis pas sûre qu'on ait plus de compétences que des tribunaux pour répondre à cette question ici. Eh oui, mais c'est mon problème, madame. Pardon ? C'est mon problème en ce moment, et c'est la raison pour laquelle je cherche une solution pour résoudre. Alors, bien écoutez, vous avez dans la salle la présidente régionale de l'Association des architectes du patrimoine. Si c'est un architecte du patrimoine qui a restauré, vous pouvez la contacter. Sinon, l'ordre des architectes aussi peut aussi, pourquoi pas, être une instance de dialogue. Et sinon, s'il y a un vrai sujet avec plainte, etc., donc les tribunaux sont là pour statuer sur ces affaires, il me semble. Bien, on va donc clore cette table ronde. Un très grand merci à vous 5. Merci à vous tous. Merci pour les questions posées.